Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis une professionnelle de la relation d'aide. J'ai une formation en sexologie et une maîtrise en intervention en toxicomanie. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, vous pourriez retourner dans la première capsule numéro 1 où je vous parle un peu de ma mission, de ma façon de travailler et que je vous mets en garde si vous avez des idées noires, par exemple. Aujourd'hui, parlant d'idées noires, on va parler de la vulnérabilité, mais je nous ai tiré une petite carte. Je sais que même les plus pragmatiques d'entre nous aiment bien un petit tirage de temps en temps. Je me plais à le faire et aujourd'hui, je suis tombée sur la Lune. La Lune, moi je suis un Cancer, c'est mon signe, la Lune, et c'est aussi le signe de nos amis Chasers. Les féminines Chasers sont sous la coupole de la Lune. Donc, ce que ça nous dit, ça nous parle d'aller voir nos profondeurs. La Lune, elle nous dit de ne pas avoir peur. Aujourd'hui, on se parle de vulnérabilité, d'anxiété, du schéma, bien sûr, de la vulnérabilité. Et elle nous dit, n'aie pas peur, fonce, vas-y, va au fond de toi-même, va voir tes ténèbres, je vais t'éclairer. Il n'y a aucun ténèbre qui fait peur à la Lune. Alors, on ne se gêne pas, hein? On y va, on prend notre courage à deux mains. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre projet Bonheur, la série Bonheur, on va parler bien sûr de la joie de vivre, mais on va aussi parler de la vulnérabilité. Donc, j'ai pour habitude de vous donner des formations, des ateliers, des petites vidéos en fonction d'un schéma. En psychologie plus traditionnelle, on appelle les patterns des schémas. Alors, on regarde la psychologie traditionnelle parce qu'on veut faire face à nos noirceurs. Hein? On dit à la Lune va nous éclairer nos noirceurs. Alors, nos noirceurs ont été faites à partir de nos peurs, à partir de nos expériences pas le fun, autant dans notre enfance que dans notre jeune vie adulte ou même adolescent. On a tous vécu des traumatismes, on a tous eu des manques, on est personnes absolument consolidées dans nos besoins fondamentaux, alors, rarement. Bref, c'est généralement les gens qui m'écoutent, c'est parce qu'on a tous un vécu de vulnérabilité et qu'on aime sentir qu'on s'améliore. Donc aujourd'hui, on va aussi se parler de spiritualité. Mais d'abord, on va essayer de voir comment on se reconnaît comme étant dans le schéma de vulnérabilité et d'où ça vient tout ça. Toute cette grosse misère, ça nous vient de quoi? Donc, si vous êtes une personne qui avait un ou plusieurs de ces facteurs, hein, souvent je ne vous le mentionne pas nécessairement, mais c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir tout ce que je vous mentionne tout le temps. Si vous en avez quelques-uns, déjà, ça pourrait vous allumer vers quelque chose de constructif pour essayer de contrer tout ça. Donc, vous avez souvent peur des dangers. Vous avez l'impression que vous êtes toujours en danger, vous avez peur de plein de choses. Il y a toujours comme une espèce de catastrophe qui pourrait se produire. Vous vivez souvent de l'anxiété. C'est sûr que si vous êtes rendu avec un trouble de l'anxiété généralisée, vous savez bien, vous vous connaissez bien, vous avez été diagnostiqué, vous avez des outils pour le faire. Étant donné que j'ai toujours cru qu'on apprend par la répétition, je pense que vous pouvez quand même écouter ce qu'on se dit ici aujourd'hui. C'est toujours bon de se répéter ce qu'on peut faire, surtout avec ce genre de problématiques-là. Bien sûr, on n'a pas tous les troubles. Souvent, c'est des traits seulement qu'on a. Un trouble de l'anxiété, c'est différent que d'avoir des traits anxieux. Donc, quand on a un diagnostic, on a la maladie, on a souvent la problématique de maladie mentale, on a souvent une médication aussi qui vient avec. Alors, c'est absolument très important de bien prendre sa médication quand elle est prescrite. Alors, on va avoir peur de devenir fou très souvent.
On va avoir peur de perdre le contrôle en public. On va vivre avec un danger d'une catastrophe ou on va être en panique souvent. On va avoir même peur de l'itinérance. On va avoir peur d'être ruiné. On va avoir peur de perdre les sous qu'on a gagnés. C'est toujours comme si on est dans une sorte de crise puis qu'on a peur de ne pas être capable de se contrôler ou de contrôler les événements. Évidemment, très souvent, on va regarder ensemble d'où ça nous vient. Très souvent, ça va venir de parents qui eux-mêmes étaient phobiques. Un ou deux des parents étaient phobiques pour toutes sortes de raisons et nous ont montré, sans trop le vouloir, évidemment, c'est souvent inconscient, toutes ces choses-là, mais qu'on était des petites choses vulnérables qui avaient peine à eux-mêmes faire face à leurs responsabilités. La vie était difficile. Ça peut être des parents aussi qui étaient hypochondriaques un peu ou beaucoup, qui étaient soit malades ou qui avaient peur d'être malades continuellement. Donc, vous voyez un peu l'environnement très fragilisé, très vulnérable, et c'est pour ça que ce schéma-là s'appelle le schéma de la vulnérabilité, parce qu'il a pris ses racines dans un milieu où on avait peur continuellement de toutes sortes de choses. Et c'est pas nécessairement inventé, là. De toute façon, on sait que les problèmes hypochondriaques souvent se basent sur des faits, non seulement se basent sur des faits, mais aussi nous donnent de réels symptômes. On n'invente pas les symptômes. Moi, je peux vous dire que j'ai été migraineuse pendant longtemps dans ma vie et j'avais vraiment des migraines, même si, évidemment, elles étaient causées par le stress, par la peur de toutes sortes de choses, je ressentais vraiment les migraines. Donc, quand on dit qu'une personne est hypochondriaque, ça ne veut pas dire qu'elle ment par rapport à ses symptômes. Au contraire, elle a vraiment des symptômes. Donc, il peut y avoir eu des traumatismes, il peut y avoir eu des accidents, il peut même y avoir eu des décès dans la famille ou dans la famille élargie. Donc, ça prédispose la personne à ce schéma-là. Si vous voulez un peu savoir par rapport à votre enfant intérieur, comment vous pourriez faire, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Pour adultes seulement » où on parle de l'enfant intérieur. Si vous avez un petit peu de temps, ça serait certainement bon d'aller la visionner parce qu'elle nous donne aussi des bons moyens très, très concrets pour travailler sur les peurs de l'enfant en soi. Souvent, les personnes vulnérables vont être attirées par des personnes qui sont rassurantes. Beaucoup vont se coller à des médecins, à des thérapeutes. On a souvent autour de nous des personnes qui sont des personnes vulnérables dans nos vies personnelles même, parce qu'elles croient qu'on est en mesure de les rassurer. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Tout bon thérapeute vous dira que, premièrement, c'est une des premières choses qu'on apprend à l'université, c'est qu'on ne peut pas aider réellement les gens qui sont très proches de nous. On est trop proche des mêmes émotions. Et je peux vous dire par expérience que quelqu'un qui se fait thérapiser par son conjoint ne l'apprécie pas. C'est plus un senti d'être dirigé, d'être pris comme un enfant. Ça ne fonctionne pas à l'intérieur d'un couple, mais évidemment, l'inconscient va faire que la personne qui est prédisposée à la relation d'aide et que la personne qui sent qu'elle a besoin d'aide vont s'attirer quasi automatiquement. Donc, on va vite réaliser à travers nos expériences amoureuses
qu'on soit médecin, qu'on soit thérapeute ou qu'on soit dans un métier de relation d'aide quelconque, qu'on ne peut pas sauver les autres. Les autres se sauvent par eux-mêmes. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'informer, mais on ne pourra jamais sauver personne. Et la personne qui pense que de se coller à une personne qui semble forte, hein, je dis bien qui semble forte, parce qu'on a tous nos vulnérabilités, ben c'est sûr que ça ne va pas changer son anxiété. C'est elle qui doit faire face à ses propres peurs et c'est elle qui doit regarder ses phobies, d'où viennent ses phobies, comment elles se sont construites. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore réaliste de penser que les risques d'accidents d'avion, par exemple, quand on sait qu'il y a beaucoup plus d'accidents d'automobile que d'accidents d'avion, si j'ai un proche qui est décédé en avion, est-ce que c'est encore réaliste pour moi de garder cette peur-là ou si je lui fais face en regardant les statistiques puis en essayant de respirer bien profondément et de voir c'est quoi les peurs qui émergent, d'en parler, d'écrire. Tranquillement, je suis en train de rentrer dans nos solutions bonheur. Alors, quels sont les outils quand on travaille sur le bonheur qui peuvent nous aider à faire face à ce schéma de vulnérabilité? Ben, je dirais que celui que j'ai choisi pour nous, c'est de développer une vie spirituelle. Les gens pensent que la spiritualité, très souvent, ben, de moins en moins, je dirais heureusement, mais souvent ça a été confondu, avoir une vie spirituelle avec la religion. Je n'ai absolument rien contre les religions, je l'ai déjà dit, j'ai des amis dans toutes les religions et je les adore et je respecte leurs croyances. Par ailleurs, moi, je pratique une spiritualité sans religion et pour moi, et pour le dictionnaire, pas juste pour moi, mais la spiritualité, ce n'est pas nécessairement d'être dans une religion. Bien que si vous êtes dans une religion, c'est déjà organisé pour que vous ayez une vie spirituelle. Si vous êtes en accord avec vos valeurs et que cette vie spirituelle vous convient, vous êtes tout à fait dans comment je dirais, la cible du bonheur. Donc, oui, si vous pratiquez une religion, la pratiquez peut-être encore un peu plus dans le sens où aller vers les gens qui sont dans la bienveillance, aller être vous-même bienveillant, c'est une façon de pratiquer la spiritualité. Mais faire de la méditation, écrire sur vos phobies tous les matins, c'est une vie spirituelle. Se lever le matin, que ce soit un matin par semaine ou tous les matins, et avoir une intention de bienveillance envers soi en écrivant justement quelles sont les parts, parce qu'on peut facilement oublier, vous savez, c'est facile de retomber dans le déni puis de se dire « Oh non, j'ai peur de rien, j'ai plus peur de rien, mon problème d'anxiété est réglé ». Quand on écrit tous les jours, souvent, ça va commencer par à quoi on a rêvé. Hein, la Lune nous dit, n'hésitez pas à rêver et à vous souvenir de vos rêves et à écrire vos rêves parce que vous pouvez voir là beaucoup, vous pouvez faire face à vos anxiétés dans vos rêves. Mais en écrivant le matin, vous allez souvent voir aussi la veille, qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous été blessé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez vécu de l'anxiété? Avez-vous eu des peurs? Avez-vous eu le sentiment de catastrophe? Comment ça s'est passé pour vous? Avez-vous eu peur de perdre la face en public, comme on mentionnait tout à l'heure? Alors, ce sont des choses qui, au niveau de la spiritualité, écoutez, de la musique spirituelle, la musique sacrée, vous n'avez pas idée comment ça peut faire du bien si vous ne l'avez jamais essayé. Un Ave Maria,
à 2 heures du matin quand on a de la difficulté à dormir. Je vous jure que ça vous amène dans les bras de Morphée, c'est pas tellement long. Donc, écouter de la musique spirituelle, faire des lectures spirituelles, ce sont d'autres façons de vivre votre spiritualité. Donc, à force de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, vos peurs que vous vivez, bien évidemment qu'elles vont partir tranquillement sans trop que vous vous en rendiez compte. Puis à un moment donné, vous allez pouvoir dire, ben mon Dieu, c'est vrai que je vis beaucoup moins de peur. Parce que quand on se relit, si vous gardez vos journaux, vous vous relisez 1 an, 2 ans plus tard, vous êtes en mesure de voir à quoi vous vous êtes attaqué et comment vous vous sentez mieux. C'est extraordinaire de pouvoir se valoriser parce qu'on a fait face à nos anxiétés. Alors, si on revient, j'aime bien vous parler de petites anecdotes par rapport au bonheur. On se demande des fois si on a le droit. Tout le monde, moi, quand je pose la question, est-ce que tu crois que tu as le droit d'être heureux? Les personnes répondent habituellement, mais oui, c'est sûr que j'ai le droit d'être heureux. Par contre, quand on regarde ce qui se passe avec notre inconscient, eh bien, quand on réalise qu'on essaie, par exemple, de faire les exercices sur le bonheur, ça m'est arrivé souvent, d'être avec des gens dans des groupes qui se sabotent dans leur exercice, qui ne font pas leur exercice. Ils disent « Ah, je vais remplir mon questionnaire », ils remplissent leur questionnaire, mais ils n'ont pas fait leur exercice. Alors, se saboter, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec nous. Et très souvent, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que finalement, on ne se donne pas le droit tant que ça d'être heureux. Moi, quand je l'ai fait avec des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, je travaillais avec des personnes qui commençaient leur réinsertion sociale. Ils avaient été hospitalisés, ils avaient fait des thérapies pour des problèmes de consommation. Et là, maintenant, tout ça était derrière eux, puis ils commençaient à se réinsérer tranquillement dans la société. Et quand je leur demandais de me parler de leur bonheur, ils me parlaient continuellement de leurs enfants. Ils me disaient oui, mais c'est parce que je ne vois pas mes enfants, j'ai pas payé ma pension alimentaire, ça fait tant de temps que j'ai pas vu mes enfants. Ça revenait souvent. Alors, je réalisais qu'ils faisaient beaucoup de culpabilité et en fait, on est tous arrivés à la conclusion qu'ils ne se donnaient pas le droit d'être heureux parce qu'ils pensaient qu'un père qui ne voit pas ses enfants n'a pas le droit d'être heureux. Alors, voyez-vous que ça peut être très insidieux. Et je travaillais, je faisais mon essai synthèse avec une collègue qui, elle, travaillait avec des utilisateurs de drogues injectables et elle aurait voulu qu'ils parlent de leurs enfants et eux n'en parlaient pas. Possiblement parce que, bon, trop intoxiqués, probablement parce que aussi la honte, la culpabilité. Donc, on a tous des raisons pour se sentir coupable de quelque chose qu'on doit regarder en face et qui nous font nous saboter dans nos projets de bonheur. Alors, est-ce qu'on est heureux dans la vie de façon générale ou si on est heureux de sa vie? Bien, les scientifiques, ce qu'ils nous disent, c'est que quand on parle d'être heureux dans la vie, on a plus tendance à regarder le moment présent. Alors, en ce moment, est-ce que je suis heureuse? Oui, je suis heureuse en ce moment. Et quand on dit « es-tu satisfait de ta vie », être satisfait de sa vie, ah, là, tout à coup, satisfait de sa vie, ça nous fait prendre du recul, c'est plutôt dans le passé. Alors, que le passé est difficilement interprétable en termes de bonheur, dans le sens où on peut aller faire un voyage de 2 ou de 3 semaines, et si le voyage a mal tourné dans les derniers jours, on va avoir l'impression de ne pas avoir fait un beau voyage, alors que tout le reste du voyage avait été parfait. Donc, ou presque. Donc, voyez-vous comment on a des perceptions différentes par rapport au bonheur. Est-ce qu'on est dans la vie heureux? Est-ce qu'on est de notre vie heureux? Est-ce que si, par exemple, quand on fait le voyage de 2-3 semaines, on n'avait aucune mémoire,
si je vous disais, vous vous rappellerez pas de rien. Vous allez tout oublier de ce qui s'est passé. Alors, vous avez le choix entre aller faire un voyage en autobus en Europe ou en Amérique, si vous êtes en Europe, et vous allez vous allez voir 2 ou 3 pays différents, ou si je vous propose d'aller dans le sud, dans un tout inclus, où vous allez que vous baigner et prendre du soleil, qu'est-ce que vous choisiriez, sachant que c'est le moment présent plus qui va compter, puisque vous ne saurez pas du tout qu'est-ce qui s'est passé, vous n'aurez aucun souvenir. Donc, voyez comment notre rapport au bonheur, c'est pour ça que c'est si important de faire ce genre d'exercice pour bien faire la différence, pour bien être conscient que ce sont les émotions positives sur lesquelles on a à travailler. Et je vous assure que de travailler sa spiritualité, de vivre sa spiritualité, hein, ça fait moins sévère que de la travailler, de bien vivre sa spiritualité, c'est certain que ça nous amène dans de la paix, dans des états de bonheur, ce que je vous souhaite. J'espère avoir des nouvelles de vous. J'espère que vous soyez heureux et que vous le serez de plus en plus et que cette chaîne vous aide justement à bien profiter de la vie et de tous les petits moments de bonheur qui passent. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée.